Bonjour. Alors enfin, je montre ma tête parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, voilà, il faut que tu montes ta tête. Et c'est vrai que vous aviez raison parce que même si, on va pas se cacher, euh, ben c'est vrai que c'est pas toujours évident de montrer sa tête, hein. Vous le savez quand on porte certaines idées politiques. Alors, euh, je vais vous dire aujourd'hui que pourquoi je montre ma tête et pas avant. Tout simplement parce que j'ai entendu, en tout cas parce que voilà, comme quoi ma mère suit ma chaîne YouTube et elle m'a fait comprendre que c'est vrai que c'est peut-être mieux de montrer sa tête parce que c'est vrai que quand on lit des bouquins ou quand on parle d'actualité, c'est toujours mieux de montrer sa tête que de regarder des pixels parce que c'est vrai que lorsque moi je mettais en fait des morceaux de papier sur ma caméra pour éviter que ben voilà qu'on me voit en fait. Et c'est vrai que j'ai été un peu lâche. Voilà, il faut quand même être humble dans la vie. Il faut quand même dire les choses honnêtement. J'ai été un peu lâche puisque j'ai pas montré ma tête. Et c'est vrai que quand on pense que notre période est si cruciale dans l'histoire de l'humanité, et je pèse mes mots quand je dis ça, c'est vrai qu'il faut porter le monde sur nos épaules, même si c'est un peu compliqué, et dire des vérités qui dérangent. De toute façon, toutes les vérités que j'ai pu vous dire, je les pense évidemment. Voilà. C'est juste que là maintenant, de toute façon, je n'ai pas beaucoup de gens qui me regardent. Mais comme j'ai déjà dit, le problème c'est que les gens, tant qu'ils ne comprennent pas que notre période est cruciale et que les gens restent dans leur torpeur, on va pas s'en sortir. Il y a des fois, et c'est pas moi le premier qui le dit, hein, mais c'est pas la première fois que je vois des gens qui sont comme endormis et on a vraiment envie de leur donner une claque. Voilà, et là je suis encore sympa quand je dis une claque, pour les réveiller. Parce que à l'armée, c'est pas la même chose. À l'armée, on envoie des seaux d'eau sur les gens pour les réveiller. Des seaux d'eau très froids. Un seau d'eau froid, ça fait quand même un peu mal, hein. Et quand je vois dans les commentaires YouTube des gens qui ne savent pas très bien écrire ou qui font des fautes d'orthographe à chaque ligne, même à chaque mot littéralement, je me dis qu'il y a un petit souci. C'est pour ça que j'ai décidé de montrer mon visage. Vous allez peut-être me dire ça va pas changer grand-chose, puisque de toute façon ma voix ne va pas changer. Mais je pense qu'il est important de montrer son visage. Comme ça a l'air d'être plus humain. Parce que c'est vrai que je peux comprendre que les gens, lorsqu'ils voient la miniature d'une vidéo et qu'ils voient que des pixels, ça donne pas trop envie de regarder la vidéo. C'est pour ça que maintenant, lorsque je mets des miniatures de vidéos, j'essaye que ça soit, par exemple, lorsque je lis des bouquins, je mets la miniature du bouquin. Et lorsque je fais des vidéos, par exemple, lorsque je lis mes résumés de objectifs de vidéo, alors je mets une image créée par l'IA, parce que je suis pas non plus un artiste, hein. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et voilà mon chapelet. Euh, donc il faut quand même dire les choses honnêtement. Il y a des gens vraiment qui ont besoin d'être réveillés. Je le dis parce que il y a un petit problème là. Je veux dire, le monde dans lequel on est, il y a un moment où faut se rendre compte que si l'on ne fait rien, il va rien se passer en fait. Les manifestations, c'est très bien, ça permet de rencontrer des âmes qui sont similaires à nous, mais je veux dire que ça ne fait pas tout. Voilà. Vous savez, moi je suis dyspraxique, je pense que je vous l'avais déjà expliqué de par le passé. Dyspraxique, ça veut dire des gens qui ont des problèmes à se diriger dans l'espace, à se repérer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce que ça veut dire la dyspraxie parce que c'est un terme assez récent. Parce qu'avant on ne savait pas vraiment nommer la pathologie, mais j'aurais bien pu me dire je suis une victime de la société ou je sais pas quoi et devenir de gauche,
mais je ne suis pas devenu de gauche. Même des homosexuels, même des lesbiennes, il peut en avoir qui sont très 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 à droite. Un exemple, j'avais vu une fois un homo qui avait été à un meeting d'Éric Zemmour en disant voilà, juste comme ça, par curiosité. Et ils se sont rendus compte que les gens de Reconquête n'étaient pas du tout homophobes. Enfin, il y en avait peut-être, mais c'était pas comme on avait raconté dans les médias de gauche. Donc ça prouve bien que la gauche, elle a beau avoir des discours très mielleux, très bienveillants, mais ce sont les premiers à foutre le boxon, à foutre la merde. Je vais faire par exemple un lien avec l'actualité. Vous voyez tous ces attentats qui ont lieu actuellement. Je veux dire, vous pourriez vous dire qu'il n'y a pas tellement d'attentats que ça par rapport à d'autres pays. Et je veux dire par là que il y a des attentats au quotidien. Il y a des centaines de milliers, en tout cas en France, j'ai pas calculé toutes les agressions qui peuvent exister en Belgique, qui sont à cause d'extra-européens. Agression, une fois j'ai même parlé avec un policier, et le flic en question m'avait dit que les prisons étaient bondées d'extra-européens, voilà. Donc il faut être logique. Les agressions, voilà. Pourquoi ces gens-là créent des agressions? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de travail, ou qu'ils ne veulent pas travailler, ou qu'ils veulent dépendre de l'État. Et donc vous vous doutez bien que les Belges, après, ils commencent à faire du white flight. C'est un terme anglais qui signifie en gros qu'on part de territoires qui sont grands remplacés jusqu'à des territoires qui ne sont plus remplacés. Et je dis aussi que tous les attentats qui ont eu lieu, c'est, même si ce n'est pas directement à cause de la gauche, c'est quand même à cause de la gauche, puisque celle-ci a fait rentrer des millions d'immigrés sur les territoires européens, millions d'immigrés, et dans ces millions d'immigrés, il y a plein il y a potentiellement des terroristes. Des terroristes, des gens qui peuvent commettre des crimes, et voilà, des gens très dangereux. C'est ça qui est un peu de bizarre. Je vous avais déjà raconté cette histoire. Qu'il y a énormément dans les migrants, parce que c'est ça qui est quand même assez bizarre. Si un pays est en guerre, parce que la plupart des immigrés, même à Lampedusa, ils ont dit, si il y a, s'ils viennent juste pour la guerre, pourquoi il n'y a pas de femmes et d'enfants? Parce que normalement, dans la guerre, c'est d'abord eux qui doivent être amenés en sécurité. Je me pose quand même certaines questions. Pourquoi ça doit être des gens, des jeunes hommes? Pourquoi? Non seulement ça prive l'Afrique d'une main-d'œuvre pour construire l'Afrique, et d'un autre côté, ça crée des emmerdes en Europe. Donc, faut faire un choix dans la vie, hein. C'est pour ça que je le dis comme ça honnêtement, ça ne va pas s'arranger, ça ne va que s'aggraver en fait. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube pour une bonne raison. Et les femmes, de plus en plus, je vois des femmes qui, même dans les transports en commun, changent de place lorsqu'elles sont face à un Africain. Africain, ce sont les gens qui vivent en Afrique, donc il y a les Africains subsahariens et les Maghrébins, donc c'est pas la même chose. Donc les Africains, lorsqu'ils font face à une femme dans le métro, ils ont tendance, ces mêmes femmes, à changer de place. Tout simplement parce que de plus en plus, les femmes se sentent en insécurité. Parce que moi, je suis, comme j'ai déjà dit, je suis un homme, donc moi, il n'y a pas trop de problème. Mais pour ces gens-là, c'est beaucoup plus compliqué. Et je vais vous dire aussi quelque chose. Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de ça auparavant, mais j'ai été, parce que vous savez, je recherche un emploi, je recherche une formation, et en Et donc, j'ai eu de très mauvaises expériences de par le passé. Il y a eu tout d'abord
J'ai eu beaucoup de mauvaises expériences avec la gauche et l'extrême gauche. Je veux dire par là que je me suis fait harceler à l'Athénée. Je ne vais pas vous dire le nom de l'Athénée. J'ai À l'université, j'ai assez mal vécu l'université, puisque non seulement il y avait le Coco 19, mais en plus, si ça ne suffisait pas, je voulais dire que les cours de sociologie là-bas, puisqu'il fallait faire sociologie, c'était un des cours généraux que l'on avait, cours que j'avais réussi en passant, c'était ce qu'on peut appeler des féminazis. Vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce terme? En fait, des féminazis, ce sont des féministes, des féministes qui se considèrent supérieures aux hommes. Là, il n'y a plus une question d'égalité, là, c'est une question de supériorité. Donc là, ça commence à devenir grave. C'est pour ça que, voilà, c'était un peu compliqué à l'université. Euh, Puis ensuite, j'ai été à la haute école. Et à la haute école, j'ai plutôt mal vécu la haute école, puisque tout simplement, euh, je vais vous raconter quelques expériences que j'ai pu avoir. Il y a eu tout d'abord la première année, vous savez, pour faire prof d'histoire, il y a toujours des stages. Enfin, vous allez me dire dans tous les métiers. Et donc j'ai été dans une école, mais c'était durant le Covid évidemment, et j'avais montré ma bonne volonté au professeur. J'ai montré ma bonne volonté au professeur que voilà que je voulais faire le stage, même si c'était pas vraiment obligatoire dans le sens où, mais il fallait quand même donner évidemment un justificatif. Ce qui est important ici, c'est que lorsque j'ai été dans cette école, j'ai déjà eu plusieurs mauvaises surprises. Moi, je pensais que ça allait être les élèves qui allaient être difficiles, que ça allait être les élèves qui allaient me causer des problèmes. Mais finalement, c'est pas les élèves, c'est la professeure en question. Alors là, je me suis dit, il y a un petit problème là. Alors, dans cette école dont je ne nommerai pas le nom, j'ai fait face à une professeure, mais comme quoi la gauche est hypocrite. C'est très hypocrite la gauche. Une femme qui, au début, parce qu'en fait, au départ, on était trois stagiaires. L'on était trois stagiaires et il y a eu un stagiaire qui s'est désisté, ok. Et puis, il y avait donc il y avait un stagiaire qui s'est désisté, on ne sait pas pourquoi. Puis ensuite, il y avait la dame déjà au tout début on venait à peine de la rencontrer. Voilà, les écoles catholiques sont des écoles de bourgeois. D'accord? Surtout que l'Église catholique s'est toujours opposée à la bourgeoisie. Bon, on dirait que des gens ont tendance à oublier les parties de l'histoire qui les emmerdent. Puis il y a eu, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bourgeois catholiques, je dis juste que les écoles catholiques, pourquoi ce seraient des écoles de bourgeois? Je sais que les écoles catholiques, notamment en France, ce sont des écoles privées, donc elles coûtent plus cher, mais cela ne veut pas dire que ce sont des écoles plus chères, que ce sont des écoles de bourgeois. Moi, je suis pas un bourgeois. Mon, mon père vit convenablement, mais c'est pas non plus un bourgeois, ok? Bourgeois, ça veut dire des gens, déjà, ce sont les habitants des villes, en tout cas au Moyen Âge, et ce sont déjà des gens qui ont quand même une certaine somme financière dans le porte-monnaie. Voilà, c'est déjà une chose. Seconde chose, euh, je devais à chaque fois préparer un cours. Moi, je pouvais préparer un cours sur voilà l'Union européenne et l'Europe. Alors, vous voyez la différence, hein. L'Europe, c'est le point de vue géographique et l'Union européenne, c'est le point de vue politique. Après, évidemment, les frontières de l'Europe peuvent être similaires aux frontières géographiques de l'Union européenne. Mais c'est pas la même réalité historique, évidemment. Des gens peuvent se sentir fiers d'être européens sans pour être pour l'Union européenne. Et donc, en gros, voilà, je préparais mes cours. Euh, c'est vrai que, voilà, il faut quand même se dire que j'ai quand même fauté parce que
Lorsque je préparais mes leçons, je mettais même pas les solutions parce que moi, je suis quelqu'un qui a une très bonne mémoire, sans vouloir me vanter, et qui a tendance, voilà, à connaître les réponses par cœur. Et en fait, il fallait quand même, il y avait une genre de fiche méthodologique où il fallait mettre les, qu'il fallait en fait mettre les points, les différents points de matière. Et donc, en gros, là, je suis, puisqu'en fait, avec cette école, il y avait deux campus, si je puis dire, parce que les campus, c'est normalement à l'université, mais c'est normalement deux emplacements pour cette école. Et il y avait à l'après-midi notamment, parce que on devait passer de l'un à l'autre. C'était déjà un peu ennuyant. En plus, il fallait porter le masque si c'était déjà pas assez compliqué durant les cours. Puis, parce qu'en fait, la première semaine, c'était seulement de l'observation. Par contre, la seconde, c'était observation et on avait, je ne me souviens pas qu'on avait encore de grille de lecture, enfin de grille d'observation. Et la seconde, c'était de donner cours. Et quand j'ai donné cours, honnêtement, les élèves étaient très bienveillants. Parce que des fois, moi, je pouvais faire des fautes parce qu'évidemment, je n'avais pas préparé, enfin, j'avais déjà étudié les réponses en avance, mais j'avais fait l'une ou l'autre faute. Donc, les élèves étaient bienveillants et ils me corrigeaient. Puis, il y a eu un élève qui m'a posé la question en me disant, voilà, on aimerait bien savoir qui étaient Robert Schuman et Jean Monnet. Vous savez, Robert Schuman et Jean Monnet sont ceux qui ont créé l'Union européenne. C'était deux Français, deux ministres français. Mais moi, je ne connaissais pas suffisamment leur histoire pour pouvoir me prononcer. Moi, je préfère toujours dire je ne connais pas ou je ne préfère ne pas parler de ce sujet parce que je ne connais pas suffisamment que de commencer à dire des conneries. Donc c'est pour ça que j'ai dit à l'élève, voilà, si tu as envie de connaître plus ce sujet, soit il y a des livres qui expliquent mieux le sujet que moi, et il y a ton professeur d'histoire. Et après, à la fin du cours, il y a la dame qui était là qui m'a dit, oui, c'est scandaleux, tu as engueulé l'élève. Donc, j'ai même pas engueulé l'élève, j'étais très calme. Et elle m'a comme ça dit des choses, mais vraiment, c'est quand même assez triste, même. Euh, je comprends pas. Et puis, euh, et puis ensuite, il fallait faire signer des conventions de stage. Donc, c'était en fait des genres de documents que lorsqu'on fait un stage, c'est pour prouver que l'école en question est d'accord pour faire venir l'élève, enfin l'élève, le stagiaire dans l'école pour qu'il puisse donner cours. J'avais donné au directeur, mais il n'était pas là. Seconde fois, j'arrive, le directeur, il dit, voilà, je vais la signer. Puis littéralement 30 minutes plus tard, il m'appelle sur mon téléphone et je suis près de chez moi. Voilà, j'ai signé la feuille. Attends, c'est une blague. Il n'aurait pas pu la signer, hein, c'est juste une signature. Et puis il fallait faire signer par l'autre directeur. C'est vraiment des problèmes administratifs, mais pas possible. Et puis voilà. Moi, je me dis toujours que c'est vrai que cette année-là, j'ai quand même fauté. Vous allez me dire, je n'avais jamais fait de cours de... Je n'avais jamais fait de cours pour devenir enseignant auparavant. C'était à l'université pour devenir historien. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et en plus, je suis dyspraxique, donc j'ai beaucoup de difficultés à organiser les choses. Et en plus, ce qui était assez bizarre, c'est que la bonne femme ne semblait pas malveillante aux premiers abords. Mais quand j'ai vu comment elle était hystérique, ça m'a vraiment étonné. Et en plus, dans l'histoire, parce qu'il fallait faire la fiche méthodologique, parce que, en fait, elle m'envoyait à chaque fois par email euh, les différentes, euh, les différentes copies. Et donc, après que j'ai reçu ces emails, je devais à chaque fois corriger la leçon. Mais finalement, elle m'a tellement renvoyé deux fois la leçon, parce qu'elle devait sûrement être perfectionniste, qu'elle m'a envoyé
la veille, littéralement, parce que moi je dois étudier quand même la leçon, la veille. Et moi je me suis dit, ah, il y a quand même un petit problème là. On m'envoie ça la veille et moi je dois l'étudier. Il y a un souci. Et le pire, c'est que lorsque j'ai fait ce cours-là, enfin ce cours d'atelier de formation professionnelle, les professeurs en question, c'est pas la première fois qu'ils m'ont mis la pression pour me dire, voilà, est-ce que tu es sûr de vouloir devenir prof? Voilà. Moi, je me dis, ben évidemment que je suis sûr de devenir prof. Voilà, c'est quand même, c'était censé être ma vocation au départ. Mais ils m'ont mis comme ça la pression en me mettant à l'aparté. Pourtant, c'était les premières, parce que c'était un groupe de femmes, hein. Il y avait trois femmes qui animaient l'atelier de formation professionnelle. C'était les premières à parler de bienveillance, d'être à l'écoute, hein, voilà. Mais c'était le pire, c'est qu'elle savait que j'étais dyspraxique. Comme j'ai déjà dit, la gauche, elle en a absolument rien à foutre des gens qui sont handicapés ou qui sont dyspraxiques. La gauche a seulement à foutre des gens qui ont des identités de genre un peu bizarres, qui sont un peu, qui sont racisés, mais sinon, les handicapés ou les gens qui ont des problèmes comme moi, ils en ont rien à foutre puisque ça ne sert pas un agenda politique. Voilà. Voilà, c'est triste à dire. Voilà. C'est ça le drame. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette année-là, en plus, il y avait le printemps des sciences, donc c'est en gros des ateliers qu'on fait sur un sujet particulier. Nous, c'était la tectonique des plaques. C'était un sujet assez ardu, mais je trouvais que c'était assez intéressant. Mais en fait, on devait analyser des articles scientifiques. C'était assez complexe. Et en fait, mon compagnon, enfin mon compagnon, mon compagnon d'atelier, si je puis dire, il disait à chaque fois, oui, mais mon frère a le Covid. Ah, mais c'est toujours les justificatifs hyper simples. Mon frère a le Covid, je ne sais pas venir. Le médecin, il a fait un justificatif. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a vraiment un foutage de gueule là. Je suis vulgaire, mais là, il y a un petit problème là. Pendant 3 semaines, il n'a pas été présent. La première semaine, il me dit, par Messenger, enfin c'était non, c'était par WhatsApp. Il me dit voilà, je ne pourrai pas être là ou peut-être pas être là. Il y a quand même une différence entre je serai là ou peut-être pas. Et donc moi je me retrouve avec un PowerPoint qui fait 1 milliard de slides, enfin 1 milliard, j'exagère, mais les slides qu'il était censé parler, il n'était pas là. Et en plus, il fallait faire des genres d'expérience, parce qu'il y avait des genres d'expérience avec les Oreos pour montrer les plaques tectoniques. C'est quand même assez cocasse, assez drôle. Mais si tu le fais tout seul, c'est un peu laisser tomber les autres. Même s'il avait le Covid, il a qu'à venir avec un masque, et voilà, c'est bon. C'est aussi simple que ça. Tu viens avec un masque, et c'est simple. En plus, si ça ne suffisait pas, je lui envoie plein de messages, et ça, c'est l'une des choses qui m'énerve. Ce sont c'est les gens qui ne répondent pas aux messages. Alors là, je peux comprendre que les gens peuvent être occupés. Moi, par exemple, j'essaye toujours de répondre le plus rapidement possible aux messages. Mais là, c'est quand même un manque de respect flagrant. On regarde le message, mais on ne répond pas, même si c'est urgent. Ça, c'est quand même grave. Si par exemple, une personne est en danger et qu'on ne répond pas au message, on est responsable des conséquences. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez scandaleux cette histoire. Et le pire, c'est qu'en fin d'année, moi j'avais eu 7 sur 20 et lui il avait eu 12 sur 20. Moi au départ, je n'intéressais pas tellement à l'AFP puisque moi je me disais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Moi je me disais si j'ai 45 crédits à la fin de l'année, je peux passer à l'année suivante. Mais ce cours comptait pour 10 crédits. Et même l'année suivante, c'était 15 crédits, donc le cours était hyper important. Et le problème, c'est que c'était un cours qui n'avait pas d'examen de passage. C'est pour ça que c'était un peu pervers quand même, puisque il n'y avait pas d'examen de passage. Donc, c'est-à-dire quand on foirait, ben on foirait. Voilà, il n'y avait pas de retour en arrière. Voilà.
C'est quand même chouette, hein? Ah, purée. Nom d'un chien, comme je peux dire. Et le pire, c'est qu'en France, ils engagent comme ça des profs, même sans diplôme. Il faut juste qu'ils passent un entretien d'embauche. Enfin, on vit vraiment dans un monde vraiment scandaleux. Mais bon. Et alors, la seconde année, là, pour le coup, là, on avait toujours trois profs. Il y en avait un qui était toujours absent. Mais bon, vous allez me dire, c'est un gauchiste, donc c'est normal qu'ils sont toujours absents. Je veux dire, ils savent même pas se réveiller le matin. C'est ça les gauchistes, hein, c'est qu'ils savent même pas se réveiller le matin pour aller travailler. Euh, ben oui, vous allez me dire, il y a beaucoup de gauchistes qui profitent des aides de l'État. Il n'y a aucune estime de soi. Je veux dire, honnêtement, si toute sa vie on profite de l'État, il faut pas s'étonner qu'après on n'ait pas d'estime de soi. Donc, ce qui se passe, c'est que on avait deux profs. J'avais même mon ancienne prof de l'Athénée, vous vous souvenez, d'ancienne prof de français. Et moi, je me dis, mais j'ai une chance de dingue, une chance de fou furieux. Parce que j'ai quand même une ancienne prof qui me connaissait de par le passé et qui m'appréciait. Donc, je me dis, waouh, j'ai beaucoup de chance, je vais réussir mon année. Enfin, j'aurai plus de chance. Et rebelote, comme l'année d'avant. Sauf que là, c'était un peu plus complexe. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, j'ai été en retard, mais bon, il y avait une genre de grève ou je sais pas quoi, enfin de problème de tram. Là, la prof elle est pas très contente, mais bon, la mère c'est normal, mais bon, c'était 10 minutes de retard. Puis on me dit, voilà, si t'es en retard une fois ou si t'es absent, potentiellement tu peux rater ton année. Puis on me fait comprendre que en début d'année, je leur dis, voilà, ma période favorite, enfin, c'est le moment, les chevaliers, vous vous souvenez, quand ils faisaient la cour aux dames? Oui, et la prof, elle me répond, oui, c'est scandaleux, alors tu cautionnes les croisades. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Alors, elle fait des amalgames pas possibles. Et puis, au mois de décembre, ah oui, c'est vrai, j'avais perdu mon PC. Dans les transports en commun, donc là c'est un peu compliqué parce que je sais plus travailler avec le PC parce qu'à chaque fois elle demandait qu'on apporte le PC, hein. Pourquoi ça? Vaste question. Parce que moi j'aime pas prendre trop mon PC là-bas parce que je me dis si un jour je me fais piquer le PC, c'est fini. Alors là j'ai décidé d'en acheter un nouveau et mais bon moi je prenais quand même des notes, hein. Et puis il y a eu finalement les stages. Mais là, ça s'est bien passé. Là, la prof était sympathique. C'était pas très loin de chez moi. Les élèves étaient très sympathiques. Moi, je me dis, c'est génial. J'avais juste dû faire deux leçons. Et là, en plus, c'était en histoire. Je me dis, là, je peux pas rater. Là, c'est pas possible, en fait. Je ne vous avais pas dit l'année d'avant, mais l'année d'avant, j'avais eu que des points négatifs. Parce qu'en fait, eux, ils ont une grille. Moi, j'ai une grille d'auto-évaluation et elle a aussi une grille d'évaluation et toute la grille était remplie de rouge avec des remarques vraiment scandaleuses quand même. Soi-disant que je manquais d'empathie, enfin des trucs quand même assez scandaleux. Euh, et puis euh, et puis cette année-là, moi je faisais les deux AFP parce que moi je me disais, mais si je ne fais pas une AFP, alors je vais potentiellement rater l'autre AFP. Et moi, je pouvais pas faire les deux AFP en même temps parce que des fois, une AFP était un jour que l'autre AFP était aussi. Et donc, moi, je faisais certains travaux de l'AFP 2, mais je faisais pas les travaux de l'AFP 1. Alors, moi, je comprenais plus rien. Il y avait vraiment des travaux par-ci, par-là sur les crises, sur les crises, sur l'économie. Enfin, j'y comprenais plus rien. Et, euh, et finalement, on est arrivé au stage, comme j'ai pu vous le dire, et en fait, l'année d'avant, le seul point positif que la prof m'avait mis, c'était que j'étais toujours à l'heure. C'est déjà bien, mais le pire, c'est que j'étais motivé,
J'étais vraiment motivé, j'ai eu 7 sur 20 la première année, et l'autre, là, le mec qui était avec moi dans l'atelier, lui, il avait eu 12 sur 20. Quand même scandaleux, hein. Mais moi j'avais compris que les stages, ça valait pour une grosse partie des points, et donc si on foirait les stages, c'était fini. Et la seconde année, comme j'ai déjà dit, les cours s'étaient bien passés. C'était juste que j'avais oublié de faire signer, parce que moi j'avais été le dernier jour faire signer ma convention de stage au directeur. Mais sinon les cours s'étaient bien passés, même s'il y avait un tableau interactif, j'étais pas très à l'aise avec la technologie. Oui, parce que c'est des nouvelles technologies, ces histoires de tableaux interactifs. Et moi, j'avais déjà bien préparé les PowerPoint. Elle avait corrigé mes feuilles d'évaluation. Moi, je trouvais que c'était, voilà. Moi, je trouvais que j'avais donné des bons cours. Et là, elle a été vraiment honnête, la professeure, au niveau des remarques. Mais j'ai quand même foiré mon année. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Euh, voilà. J'ai même eu encore moins de points que l'année précédente. Le plus dingue, c'est qu'à chaque fois, j'envoyais mes copies à mon père ou à ma belle-mère pour qu'ils puissent corriger les fautes d'orthographe ou de grammaire, parce que là, évidemment, que c'était ultra exigeant, les fautes d'orthographe et de grammaire. Et les fautes d'orthographe et de grammaire, c'est pas terrible quand on est prof, hein. Même si j'ai déjà vu des profs qui faisaient des fautes énormes en grammaire et en orthographe, mais bon, vous allez me dire, quand on est nommé prof, c'est difficile de nous licencier. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'étais arrivé à la fin de l'année et là, on me montre, le pire, c'est que la prof, elle nous donne un espoir en me disant, voilà, enfin, vous pourrez avoir des examens de passage. Enfin, je veux dire, on pourrait en fait corriger les notes. Là, je regarde les notes et là, j'ai déchiré ma feuille. Là, littéralement, j'étais hyper en colère et je suis pas du genre à être très en colère, mais j'avais le sang là qui devenait chaud en moi tellement que j'étais sanguin, si je puis dire. Vraiment, là, j'ai vite quitté l'école parce que j'avais pas envie d'exploser ou de péter un câble. Donc, j'ai quitté l'école très rapidement. Et puis, évidemment, mais cette femme était, on pourrait dire en fait que c'était une perverse narcissique ou pas une psychopathe, mais une sociopathe. Parce que c'est pas la première fois que il y avait une dame, la même dame en fait qui était avec moi, vous vous souvenez l'année d'avant lorsqu'on était en stage dans l'autre école. La dame avait expliqué que cette femme, qui était complètement hystérique, reniflait cette dame et la traitait de Khmer verte. Et c'est quand même raciste quand on y pense. Et cette bonne femme, elle se disait de gauche et tout le reste. C'est quand même assez bizarre. Comme quoi la gauche, elle a encore des réflexes assez colonialistes. Voilà. Oui, la gauche a encore des réflexes colonialistes. Ils ont beau dire soi-disant qu'ils sont égalitaristes, mais c'est pas du tout le cas. Ça, ce qui est vraiment à gerber en fait. Et donc, le problème, c'est que évidemment, on n'a jamais le fin mot de l'histoire. J'avais essayé de recontacter les profs qui ont pu me donner AFP. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Sûrement qu'ils n'ont pas été super heureux que je déchire la feuille en question, parce qu'on m'avait dit oui, mais sinon on aurait pu faire des recours. Sauf qu'il n'y avait pas de recours possible. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est qu'il était noté recours impossible. Cela ne veut dire que, étant donné que j'avais foiré 3 fois mon année, même si j'avais réussi tous les cours théoriques, cela veut dire que je ne peux pas recommencer de nouveau à la haute école. Voilà. Et je n'avais plus rien à perdre. C'est pour ça que j'étais parti de là. Il faut se mettre à ma place quand même. Merde, hein.
Pendant toute une année, on travaille d'arrache-pied, on demande de corriger les fautes de grammaire, d'orthographe, et c'est toujours pas assez en fait. Et j'étais pas le seul à avoir eu des blagues. Donc, comme quoi, voilà. Mais vraiment, on vit vraiment dans une société, une société où les élites se reproduisent dans le sens où les élites se reproduisent dans le sens, je ne fais pas mon sociologue ou une personne qui a fait les sciences sociales, mais je veux dire que les élites ont tendance à se reproduire puisqu'elles ont tendance à autoriser les gens qui pensent comme elles, mais pas comme les autres voudraient. Enfin, comme les autres pensent. C'est pour ça que c'est pour ça que nos élites à la tête de l'État sont tous des gauchistes, parce qu'ils sont tous passés par ces écoles, et toutes les universités sont d'extrême gauche. C'est ça qui est grave, c'est qu'il n'y a pas d'université de droite ou d'extrême droite. C'est très... Enfin, d'extrême droite. Je veux dire, il n'y a pas d'université traditionnaliste. Voilà. C'est pour ça que le pire, c'est que mon père avait essayé d'appeler la prof en question. Et surprise, elle m'avait dit oui, c'est scandaleux, comment il a pu déchirer la feuille. Mais c'est ça aussi ce qu'on appelle la sociopathie. Ça veut dire que on n'arrive pas à se mettre dans la peau d'une autre personne. Donc, on n'a pas d'empathie. On ne sait pas ce que l'autre personne a pu endurer pendant cette année. Non, voilà. Oui, mais je suis disponible dans un mois pour un recours. Un mois? Quoi? Dans un mois? Mais attends une minute, il y a un petit souci là. Dans un mois, moi je serais déjà parti en vacances. Moi, déjà dans un mois, c'est déjà pas. Normalement, légalement, c'est 5 jours ou 7 jours après qu'on ait reçu les résultats qu'on peut faire un recours. Mais en plus, un mois après, et là, il y a quand même un sérieux souci là. Il y a quand même un sérieux problème. Et puis j'ai été, j'ai, je suis tombé dans une dépression, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas si longtemps que ça après, j'avais fait le service citoyen. Et là, pour le coup, j'ai été chez les gauchistes, mais vraiment atteint sérieusement, parce que là, Hi- on a été à Liège, où c'était un endroit où c'était pour mieux se connaître. Je me dis, ça peut être chouette la campagne. Ah, purée. J'ai vu vraiment des spécimens là-bas. Ouf, purée. Mais il y avait que des blancs, quasiment que des blancs. Ah ouais, c'est bizarre quand même, hein. Oh, les gauchistes, ils veulent la diversité, mais ils l'ont pas. Alors au début, ils disaient, alors vous voulez qu'on vous appelle par quel pronom? Je me dis, oh purée. Je pensais pas que c'était aussi gauchiste. Je me disais, ben, le service citoyen, c'est quand même le successeur du service militaire. Je me dis que ce serait un peu de droite. Non, 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 non. Oui, oui, oui. Putain, de droite. Oh purée. Ils avaient peut-être pas les cheveux bleus, mais il aurait fallu juste il aurait vraiment fallu de très peu pour qu'ils aient les cheveux bleus et les cheveux verts, hein. Je dis pas que tous les gens qui ont les cheveux bleus et les cheveux verts sont gauchistes ou woke, mais purée. Et c'est quand même à mourir de rire. Les gauchistes, ça les emmerde tellement de rester en ville qu'ils se disent pourquoi on n'irait pas voir les droitards à la campagne. La majorité des droitards sont à la campagne, hein. Et de vivre comme à la campagne. Sauf que les gauchistes ne savent pas vivre comme à la campagne puisque ce sont des bourgeois bohèmes, ces gens-là. C'est ça le problème. Et, euh, et le pire, c'est que j'ai parlé de certains problèmes que je pouvais avoir avec ces mêmes psychologues, enfin ces psychologues. Et au lieu de me dire peut-être, voilà, on pourrait peut-être aller voir quelqu'un dans nos services qui pourrait vous aider, non, on ne sait pas vous aider, on vous éjecte. Ah mais ça c'est la gauche, hein. Ah ouais, c'est la gauche, il faut parler de vos problèmes, mais par contre, oui, mais on ne sait pas trop vous aider, vous voyez, c'est vraiment hypocrite quand même. C'est vraiment beaucoup d'hypocrisie là. Euh, c'est pour ça les droitards, soi-disant, c'est pour ça les gens de gauche qui
qui se disent on va pas aller voir les droitards parce qu'ils sont intolérants, finalement ils vont voir les droitards et les droitards sont beaucoup plus tolérants que les gens de gauche en fait. Ça qui n'a aucun sens. Et donc je vais terminer sur cette vidéo, sur ce commentaire que je vais faire. Alors bientôt, non pas très longtemps, je vais commencer une série, un genre de sketch. Vous allez voir ce que c'est, en gros, pour faire court, parce que vous savez que je fais du théâtre depuis près de 5 ans. Et ce sketch, ça portera sur euh, un voyageur temporel qui va essayer de foutre la merde, si je puis dire, sans trop être vulgaire, dans le continuum espace-temps. Et, euh, et vous allez voir, ça va être assez drôle. Voilà. Donc, je vais créer un compte TikTok. Alors, les gens ils vont peut-être dire, oh, c'est scandaleux. Sur TikTok, il y a juste que des gens qui montent leurs fesses et qui bougent leur cul. Il y a que des gens qui twerkent, qu'il y a que des gens qui font des danses bizarres. Mais le problème, c'est que la majorité des gens qui sont là-bas sont des normies, sont des gens qui ne sont pas spécialement toujours sur YouTube. Et vaudrait mieux leur inculquer certaines valeurs. Parce que comme j'ai déjà dit, c'est bien d'être dans la zone de confort avec des gens qui partagent nos idées, mais le problème c'est que si on ne va pas dans les autres réseaux sociaux pour capturer de l'audimat, parce que sur TikTok on peut avoir beaucoup plus d'audimat, c'est mon frère qui m'avait dit ça, on peut avoir beaucoup plus d'audimat sur TikTok que sur des chaînes YouTube comme celle-ci. Parce que c'est vrai que le temps de cerveau disponible et même le temps de concentration d'une personne actuelle est beaucoup moins forte qu'elle aurait pu l'être dans les années 50 ou 60. Parce que TikTok, c'est l'instantané, en fait. C'est ça le problème. La culture de l'instantané. C'est pour ça que je créerai un compte TikTok pour faire mes sketchs. Alors, je les reposterai évidemment ici. Alors, ce serait des sketchs de maximum 10 minutes, si j'ai bien compris, pour essayer de faire venir des gens sur ma chaîne YouTube. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus de tous ces sketchs. Voilà. Vous allez voir, ça va être très amusant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors voilà, je sais que je suis peut-être pas la personne la plus belle au monde, hein. Je suis un peu en surpoids, mais bon, vous allez peut-être me dire, voilà, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Moi, je trouve que si chacun d'entre nous diffusait la vérité au quotidien, il n'y aurait plus, il n'y aurait plus de soucis, je pense, puisque même si chacun d'entre nous faisait un vu, allez, disons 20 vues, si ne serait-ce que 1 million de personnes faisaient tous les jours une vidéo de 20 vues, mais 1 million de personnes fois 20, ça fait 20 millions de vues. Donc ça fait quand même chaque grain de sable peut former une plage. Donc c'est ça qui est quand même assez philosophique, mais qui est quand même assez beau aussi. Donc c'est pour ça que voilà, je vais vous laisser sur cette note philosophique et je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo. À très bientôt et voilà que Dieu vous garde et aussi que Jésus vous garde. C'est aussi très important parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Ah oui, il est mort pour nous tous sur la croix. Pas comme chez les protestants qui disent qu'il est mort seulement pour les élus. À très bientôt pour une prochaine vidéo.